Trois visions de la conciergerie. Qui a raison? C'est l'objet du débat d'aujourd'hui. Dans ce débat conciergerie de rêve, on va parler évidemment spécial conciergerie en francophonie. Vous le savez, je suis ravi en plus d'accueillir trois entrepreneurs, trois personnalités qui vont nous rejoindre dans ce débat. Alors tout d'abord, Axel Mailleux, qui est le cofondateur du réseau Evolis, qui connecte justement l'immobilier, les conciergeries grâce à la carte T. On accueille également Laurent Dumoulin, qui est le cofondateur de Smartease, qui automatise la relation client et encore la gestion des équipes internes grâce à l'intelligence artificielle. Et enfin, je reçois donc Larissa et Kojovi, les fondateurs de LockPro, qui est un outil qui centralise tout l'écosystème de la conciergerie, de la location courte durée, les artisans, les photographes, les agents immobiliers, enfin bref, tout ce qu'on a besoin dans une conciergerie pour que tout se passe bien. Alors, tous les trois, vous représentez finalement une vision du marché, une vision parfois assez proche du marché. Alors, est-ce que vous collaborez? Est-ce que vous faites concurrence? C'est tout ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de table assez rapide. Axel, déjà pour commencer, alors en 2026, d'après toi, quel est le plus gros problème que rencontrent les conciergeries? Bah écoute, Henrik, par rapport à tous les retours de mes membres, toutes les conciergeries que j'ai pu avoir en connexion, on va dire que le plus gros problème que je vois, c'est la différenciation et la professionnalisation. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de conciergeries qui se créent, il y a énormément de monde sur le marché, donc le gros problème, ça va être d'arriver à se placer en tant que professionnel. Donc, ça va de par plusieurs choses, hein. Ça va de par des outils qui sont mis en place, de par des services qui sont mis en place par rapport à d'autres conciergeries pour justement réussir à se différencier et à se professionnaliser encore plus que le marché parce que c'est ce qui fait la différence de par un marché qui est énormément sollicité et on le voit de par les chiffres, hein. Il y a de plus en plus de conciergeries qui se créent. Donc, c'est vraiment le sujet pour moi, de par tous les retours que j'ai eus, qui pose problème. C'est comment je vais réussir à me différencier et à me professionnaliser dans cette activité. Oui, tout à fait. On va parler effectivement de comment se différencier dans la suite. Laurent, peut-être même question du coup pour Smartease. D'après toi, qu'est-ce que tu vois comme problème numéro un que tes clients remontent ou même que tu peux rencontrer aussi dans les conciergeries que tu contactes ou que tu as toi aussi, que tu gères avec ton associé? Oui, bien sûr. Merci Henrik pour l'invitation. Effectivement, c'est un problème qu'on partage aussi en tant qu'opérateur sur notre conciergerie. Je ne vais pas parler de regagner du temps, je vais parler de la charge mentale en fait. Et la charge mentale, ce n'est pas que les voyageurs, c'est aussi la gestion des équipes. Nous, on a beaucoup de challenges là-dessus toutes les saisons. Et l'idée, c'était vraiment de trouver en fait la solution pour enlever cette charge mentale de coordination. Coordination des tâches opérationnelles, des plannings, etc. Comment on automatise une partie pour se recentrer sur les interventions humaines, que ce soit avec les voyageurs ou en interne, qui vont faire la différence. Tout ça, j'ajouterais dans un contexte technologique qui est quand même très spécial en ce moment. On a un univers extrêmement fragmenté. On peut avoir des opérateurs qui se professionnalisent, mais qui arrivent avec 12-13 outils. Et en même temps, on entend tous les jours que Claude va régler tous nos problèmes, par exemple aussi, pour ceux qui s'intéressent à l'IA, etc. Donc, je pense que qu'on est concierge, qu'on commence à se dire comment je m'équipe, c'est quand même pas facile de naviguer tout ça. Donc, l'idée, c'est comment on apporte de la simplicité et de la fluidité en revenant à des solutions plutôt simples à utiliser. Ok, tout à fait. Donc, on va venir aussi sur cette partie-là ensuite. Larissa, Kojovi, vous aussi avec LockPro, vous êtes au cœur de l'écosystème, au cœur du système de la location courte durée et des conciergeries. Alors, qu'est-ce qui vous surprend le plus aujourd'hui dans cet univers? Oui, alors merci Henrik également de nous avoir invités pour ce podcast. Nous, je pense que sans surprise, ça sera le manque de connexion entre les acteurs. Tout le monde travaille en fait énormément de son côté, mais ça manque encore de structure, ça manque encore de connexion pour que ça puisse rouler comme il faut. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je dirais ça. Merci Henrik pour l'invitation, merci Laurent, merci Axel. Et puis on voit aussi qu'il y a beaucoup de personnes talentueuses en fait qui galèrent juste parce que en fait elles n'ont pas les bons contacts ou les bons outils.
au jour d'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, le relationnel et l'écosystème, c'est devenu le plus important aussi, euh, important que le service lui-même en soi. Donc, Ouais. voilà. On dira ça. Voilà. Ok, ok, ça marche. Écoutez, c'est bien compris. Alors, Axel, je reviens vers toi. On parlait tout à l'heure de différenciation et justement, on va y venir. C'est toi, tu as créé donc, tu as cofondé Evolis pour permettre aux conciergeries justement d'accéder à la carte T. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu justement en quoi ça va être intéressant pour elles, pour qu'elles puissent intervenir dans le cadre d'une transaction. Alors, une conciergerie locative au départ, c'est pas fait pour ça. C'est quoi le problème finalement que tu veux résoudre avec ta solution? Effectivement, comme tu le dis, Henrik, une conciergerie n'est pas fait pour ça. Et c'est pour ça que le réseau Evolis, il se positionne pas comme un réseau de mandataires classique, parce que la délégation de la carte T, c'est ni plus ni moins qu'un réseau de mandataires. Donc, c'est très important de dire à la base que un réseau de mandataires classique ou une agence immobilière, c'est vraiment dans l'accompagnement vendeur. Le but, c'est d'aller chercher des mandats de vente pour vendre des biens immobiliers, tout simplement. C'est pour ça que nous, en tant que personnes qui déléguons la carte T aux conciergeries, on se place vraiment sur le positionnement acquéreur. On est vraiment là pour aller dans le sens de notre activité à la base, qui est la conciergerie, en accompagnant des personnes qui veulent investir du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il faut vraiment différencier le contact acquéreur et vendeur, parce que l'acquéreur, lui, quand il veut investir en immobilier et qu'il veut à la suite déléguer la gestion, le process le plus pertinent, c'est que ce soit la personne qui va faire la gestion, que ce soit cette même personne qui trouve le bien immobilier parfait, parce que c'est lui qui va avoir la perception de quel bien immobilier va bien marcher sur le secteur par rapport aux critères justement de cet investisseur. Et c'est pour ça que on a mis plein de choses aussi en interne, parce que comme tu l'as dit, Henrik, les conciergeries ne sont pas faites pour ça à la base. C'est pour ça qu'il y a énormément d'outils en interne, énormément de coaching, de montée en compétences par rapport à tout ça. Mais pour cette différenciation et cette professionnalisation-là, on n'est vraiment pas sur le côté vendeur, on est sur le côté acquéreur. Et pour une conciergerie, automatiquement, ça ouvre le champ des possibles, parce que le client à la base qui veut investir en immobilier n'est pas le client d'une conciergerie. Et c'est là le remède pour une conciergerie. C'est que si on parle d'acquisition client, qui est quand même un des problèmes, on ne va pas se le mentir, sur une conciergerie, pourquoi c'est un problème? Parce que tout le monde a la même cible, c'est-à-dire à la fin de l'investissement immobilier. Les personnes ont fini leur investissement et ont besoin de gestion. Nous, on va essayer de se placer à la source. Du moins, on va dire aux conciergeries de se placer en plus, pas remplacer l'activité de base, mais se placer en plus à la source pour accompagner des personnes qui veulent investir en immobilier et qui vont donner le logement en gestion à cette même conciergerie, tout simplement. Ok. Ouais, ok. Alors, c'est vrai que tu l'as dit, c'est une activité complémentaire. C'est un petit peu comme, moi j'aime bien dire, conciergerie VS agent immobilier. J'aime bien dire ça. Alors là, c'est pour effectivement mettre un peu de piment dans nos échanges, mais évidemment, on est là en mode constructif et on travaille ensemble et justement, on partage nos bonnes pratiques. Et justement, ta solution, je trouve qu'elle va vers ça. Alors, toi, Laurent, chez Smartis, du coup, les clients que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est, j'imagine, beaucoup de conciergeries, mais est-ce qu'il y a aussi des agents immobiliers qui font de la location saisonnière, qui te contactent, qui demandent le plus ta solution? C'est vraiment les conciergeries, Henrik. Alors, il y a une spécificité sur certains marchés. Le marché français est très codifié. Voilà, je suis une conciergerie. Il y a même une nomenclature. En Suisse, c'est pas pareil. On parle de gérance, de régie. Et là, les gens font tout. Voilà. Ou alors, il y a des vraies agences de vacances, agences de location saisonnière. Donc déjà, il y a une nomenclature, mais beaucoup de gens font les deux. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, ils ont des équipes dédiées. Pourquoi? Parce que c'est pas le même métier. Et voilà où le réseau Evolus, par exemple, c'est très pertinent que ce soit au début, mais j'imagine aussi à la fin, puisque nous, on l'a vécu nous-mêmes sur notre conciergerie, de se positionner en fait de A à Z avec une vraie gestion de patrimoine, confiance, etc. Donc nous, non. Alors, on pourrait imaginer, parce qu'on peut faire tellement de choses avec WhatsApp et l'IA de nos jours, qu'il y aurait peut-être un jour une solution pour les agences immobilières traditionnelles, mais ce n'est pas l'idée.
Je vais revenir quand même sur ce qu'Axel a dit. Par contre, nous, ce qu'on observe, et on l'observe plutôt du côté opérationnel, puisqu'on a une partie gestion des propriétaires dans Smartis, c'est qu'il y a la vraie volonté de monter en gamme au niveau de la relation de confiance et de gestion globale avec un propriétaire quand on a une conciergerie, pour justement devenir ce conseiller. Alors là, on est plutôt en fin de cycle, mais pour vraiment conseiller sur la valeur à long terme du bien, que ce soit en investissement locatif ou après en revente. Et ça, je pense que justement, par rapport à comment on se différencie, ça, c'est une vraie compétence, une fois qu'on a les biens en gestion, qui va faire la différence. C'est parce que, en fait, voilà, une conciergerie, c'est plus juste un prestataire de service, je pense. Alors tout le monde l'a pas compris. Mais moi, je vois de plus en plus que ça, c'est une vraie différenciation où on a quelque chose de très professionnel pour les voyageurs en direct et quelque chose de très professionnel, on va dire plus en relation confiance et patrimoine du côté propriétaire. Oui, tout à fait. Je partage complètement cet avis-là. C'est que se différencier, il y a plein de moyens de le faire, mais n'empêche qu'on tend vers une professionnalisation, un accompagnement total en fait, des propriétaires qui va bien plus loin que la simple prestation. On y reviendra aussi après. Et vous l'avez tous les deux, Axel et Laurent, bien évoqué. Alors, Larissa et Coach Jolie, alors, sur Log Pro aujourd'hui, est-ce que vous avez des demandes de connexion entre des investisseurs, des conciergeries, ou alors des investisseurs qui vont chercher des agents immobiliers plutôt? Est-ce que vous voyez cette différence? Ou est-ce que le sens peut-être, la question pourrait être posée dans l'autre sens, est-ce que les conciergeries vont chercher des investisseurs grâce à Log Pro? Est-ce que des agences immobilières vont chercher des investisseurs grâce à Log Pro? Est-ce que c'est un vrai besoin sur la plateforme? Est-ce que les acteurs expriment ça? Est-ce que vous retrouvez ça sur la plateforme? Oui, bien sûr. Alors, sur Log.Pro, voilà, on voit pas trop les connexions qu'il y a entre les acteurs, bien sûr, mais on a des propriétaires qui sont là, on a des investisseurs immobiliers, on a aussi des agences, on a pas mal d'acteurs qui sont là et qui discutent ensemble. Quand on a créé Log.Pro, c'était pour faciliter, on va dire, comment dire, faciliter aux conciergeries par rapport à la prospection au niveau propriétaire, investisseur, etc. Mais voilà, on avait un doute de si vraiment on aura beaucoup de propriétaires, mais quand même, quand on observe au jour d'aujourd'hui l'évolution de Log.Pro, on a quand même pas mal de propriétaires qui sont là. Et qui recherchent des personnes, on va dire sérieuses, des conciergeries sérieuses en fait pour pouvoir gérer leurs biens. Mais pas seulement les conciergeries, en fait, ils recherchent aussi un écosystème pour pouvoir les aider à gérer leurs biens. Et aujourd'hui, les investisseurs, ils recherchent plus qu'un simple gestion. Oui, c'est Ils vrai. veulent tout ce qui est un réseau complet. Ils veulent vraiment un réseau complet autour d'eux. Tout ce qui est conciergerie, fiscaliste, agent IMO, Mhm. photographe. Et puis, ils veulent gagner du temps et éviter les erreurs, en fait, au Oui. jour d'aujourd'hui. Donc, voilà. Oui, tout à fait. En fait, si je reprends un petit peu tout ce que vous avez dit chacun, c'est vrai qu'on a du coup cet accompagnement clé en main qui dépasse ce qu'on pouvait appeler clé en main il y a encore 3-4 ans pour une conciergerie où on gérait tout pour eux. Aujourd'hui, clé en main, c'est véritablement j'accompagne la vie de mon investisseur depuis le début jusqu'à la fin avec des services suffisamment bien outillés et performants comme ceux que tu peux proposer, Laurent, avec Smarties, et d'avoir justement des relations, un écosystème autour de nous qui nous permet d'accompagner nos propriétaires. Alors, moi, j'aime bien quand même parler des agents immobiliers plus traditionnels, mais qui font de la location saisonnière aussi. Oui. Quelle différence on a entre justement une conciergerie aujourd'hui qui serait équipée un petit peu de vos trois solutions, et on voit que finalement c'est le sens de l'histoire. Quelle différence y aurait entre une conciergerie qui prend tout ça versus une agence immobilière plus traditionnelle qui fait de la location saisonnière, j'allais dire qui gagne presque, Axel? En fait, je trouve que dans ce que tu dis, Henrik, c'est juste, on peut croire que c'est la même chose, mais je trouve que la complémentarité, c'est pas la même. Parce qu'une conciergerie qui va faire du clé en main, de toute façon, il y a trois pôles dans l'immobilier. Il y a l'achat, la gestion et la revente. Un agent immobilier, ça se place à la fin, ça va chercher des vendeurs. Donc, je trouve que faire du clé en main pour développer l'activité de conciergerie, je trouve que c'est dans le meilleur sens que
d'avoir une agence immobilière et de faire de la gestion. En fait, c'est plus dans ce sens-là. Nous, le réseau Evolis, on va dire que c'est pas pour avoir une deuxième activité qui n'a rien à voir ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment de créer de la complémentarité. Pourquoi? Parce que quand on se place au début et après qu'on va faire la gestion avec le même propriétaire, là, je trouve qu'on est dans le bon sens parce qu'on suit toutes les étapes. Et si notre propriétaire souhaite vendre, on va finaliser le troisième pôle de l'immobilier avec notre client. Tandis que une agence immobilière qui fait de la gestion en courte durée, alors il y a une complémentarité, mais je ne la trouve pas aussi pertinente que du clé en main sur le côté acquéreur. Mais il y a une complémentarité quand même. C'est juste je trouve que les métiers ne sont pas aussi complémentaires. Je trouve qu'on est vraiment sur deux activités distinctes plutôt que de la complémentarité sur toute la ligne. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, je passe la main à Laurent. Là, cette différence, en fait, elle vient quoi? Elle vient du fait qu'une conciergerie, elle est mieux outillée aujourd'hui, justement, avec des outils comme Smartease ou d'autres outils qu'on peut trouver. Est-ce que, finalement, une conciergerie plus traditionnelle, enfin, voilà, la conciergerie d'aujourd'hui, finalement, est-ce qu'elle n'est pas mieux équipée pour faire, justement, une prestation de qualité VS des agents immobiliers plus traditionnels? C'est un peu ce que disait Axel, en fait. Je pense qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Et d'ailleurs, les agences IMO qui font de la location saisonnière, en fait, de plus en plus, elles sont des vraies équipes dédiées, comme je te le disais avant. Parce que la réalisation, c'est qu'il faut qu'on soit professionnalisé. Donc, une conciergerie, la gestion location courte durée, oui, elle est professionnalisée, elle va s'outiller. Voilà, nous, on a les gens qui signent chez Smartease, oui, il y en a qui commencent un peu et tout ça, mais il y en a beaucoup, ils changent d'outil. C'est des gens qui sont en recherche du meilleur outil, d'évoluer tous les 2-3 ans. Ils font un audit, ils se posent, ou ils vont sur un salon, par exemple, pour regarder un peu ce qui se passe. Ils commencent à s'éduquer et ça fait une bonne dizaine d'années que le milieu se professionnalise beaucoup. Une agence immobilière, et en fait, s'il y a deux pôles et si le cœur de métier, enfin, ça va dépendre aussi de ce qui est plus rémunérateur, quelque part. Donc, où est-ce que je passe mon temps et du coup, ma charge mentale, mon temps de cerveau disponible et où est-ce que je veux me professionnaliser? Donc, pour moi, c'est vraiment pas la même offre. Ce qu'on entend par contre, là, c'est pas exactement ce que tu proposes, Axel, mais c'est vrai que nous, on travaille avec des gens qui souvent ont deux entités. C'est des gens qui étaient dans l'immobilier, qui ont fait de la location courte durée ou qui font l'inverse. Et là, clairement, là où ils se rendent compte que souvent, quand ils ont commencé avec la conciergerie, qu'ils veulent développer, devenir une agence immobilière en plus, ils se rendent compte qu'il faut se professionnaliser là-dedans aussi, que ça demande du temps de monter en compétences. Et du coup, ils viennent et ils disent, écoute, je veux passer le moins de temps sur la conciergerie, elle tourne, est-ce que tu peux m'aider? Ça, j'ai eu des discussions de plus en plus récentes là-dessus. Donc, c'est ce qu'on observe. Ok. Larissa, Coach Jovi, votre point de vue par rapport à ça, parce que du coup, vous, votre outil, finalement, il aide la conciergerie à avoir son écosystème qu'il n'avait pas au début quand il se lance. Là où un agent immobilier déjà un peu établi, il a déjà son réseau. Alors, du coup, vous aidez à monter en compétence la conciergerie, à monter en réseau. Bien sûr. Alors, on rejoint totalement Laurent et Axel là-dessus. On est tout à fait d'accord avec ce qu'ils viennent de dire. Nous, on va dire que de ce côté-là, ce qui différencie, on va dire, une conciergerie d'une agence, ça serait plutôt le côté, on va dire, humain, comment dire, la relation aussi avec les clients, les voyageurs. Je pense que c'est différent d'une agence. Une agence peut-être va mettre une équipe en place et voilà, ça va rouler. Mais le côté conciergerie, où voilà, il y a cette proximité avec les voyageurs, le propriétaire, qu'il n'y aura peut-être pas avec une agence immobilière. Et comme tu as dit, effectivement, nous, notre rôle, c'est de pouvoir créer cet écosystème pour pouvoir aider la conciergerie à se professionnaliser de plus en plus. C'est ça. Ok, très bien. Écoutez, très clair pour cette première partie conciergerie VS agent IMO. Maintenant, je vous propose de passer sur un autre sujet, mais tellement d'actualité pour tout le monde, c'est le rôle de l'IA. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle. On veut en mettre d'ailleurs un petit peu partout, parfois même à des endroits où il n'aurait pas lieu. Ça, c'est une discussion qu'on pourra avoir. L'IA, on la met dans la relation client, notamment avec toi, Laurent. Smartease, justement, utilise l'IA, notamment pour répondre aux voyageurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, la première question qu'on se pose pour ceux qui découvrent la solution, est-ce que l'IA, elle prend véritablement
des décisions? Est-ce qu'elle répond aux voyageurs, mais est-ce qu'elle prend des décisions? Ou est-ce qu'elle demande d'abord confirmation à la conciergerie? Ouais. Donc, c'est tout le cœur du développement des fonctionnalités IA dans Smarties, dans notre roadmap. C'est le sujet en fait qu'on teste tous les jours. L'IA va prendre une décision jusqu'à quel point, ça reste à confirmer selon les scénarios, selon les données qu'elle a. Donc, une conciergerie qui vient chez nous, qui n'est pas structurée au niveau de ses données, qui n'a même pas un fichier où il y a toutes les informations, parce que c'est encore le cas, et qui ne se repose que sur les annonces, l'IA ne va pas être très efficace au début. Une conciergerie qui a déjà tout qu'on peut mettre dans Smarties va même avoir la possibilité en interne d'avoir une IA sur smartphone, sur Smarties via WhatsApp, où tous les gens de la conciergerie peuvent poser n'importe quelle question sur WhatsApp, sur leurs opérations internes, et Smarties va leur répondre. Ok. Rappelle-moi combien il y a de lits, j'ai un ménage à faire à cette propriété aujourd'hui, par exemple. Voilà. Donc ça déjà, c'est un point très important. C'est un peu comme on dit en anglais, garbage in, garbage out. Hein. Voilà, faut pas non plus, Le deuxième point, c'est par rapport à la relation réponse voyageur. Mais c'est un peu le même souci. Alors nous, on teste beaucoup en fait ce qu'on appelle l'autopilote, où on répond directement, surtout dans les périodes où il y a personne de dispo dans la nuit, et ça marche pas mal. En journée, nous, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, c'est plutôt ce qu'on appelle le copilote qui aide les gestionnaires, c'est-à-dire je te fais déjà la réponse et tu la valides. Et après, on monte en croissance et certains opérateurs commencent à dire, sur cette réservation, j'ai beaucoup de données parce qu'on a un indice de IA, si tu veux, par propriété, hein, qui dit vous êtes à 100% prêt ou à 90 ou à 40. Et là, ils disent, tiens, je vais tester maintenant en autopilote sur cette réservation et on va voir. Donc, en fait, il y a le buzz, il y a ce que les gens veulent vraiment tester par rapport au risque et surtout, il y a la qualité des données. Ok, ouais, bien sûr. Mais je peux te donner un exemple par rapport à l'orchestration, pardon, ça c'est très important, c'est que on a eu, voilà, donc moi je me réveille, je me réveille pas non plus à 5 heures du matin tous les jours, je me réveille, j'ouvre Smarties, il y a un client qui avait envoyé à 6 heures du matin des photos. Devant leur logement, il y avait un camion pompier, des choses comme ça. Dit, mince, moi je me réveille, je regarde, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y avait déjà notre équipe technique qui était venue. Pourquoi? Parce que en fait, Smarties a dit, il y a les pompiers, le client parle d'une coupure d'eau dans le bâtiment, etc. Nous sommes allés voir, on est en contact avec la cliente. Voilà, ça c'était de 6 heures à 8 heures. Donc ça, par contre, c'est fantastique. Parce qu'au niveau de l'orchestration en interne, c'est là en fait où on peut soulager les opérateurs. Et ça nous a permis après, et là l'IA l'a pas fait, hein, bien sûr, de dire bon on vous offre une nuit à l'hôtel là-bas où il y a un spa où vous pouvez passer l'après-midi gratuit là-bas pour vous doucher, etc. Ça, bien sûr, l'IA va pas le faire. Nous, on va le faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce type de décision reste encore à la main de la conciergerie. Justement, on parle beaucoup d'IA, d'automatisation. Larissa, Kojovi, vous, avec LogPro, vous mettez en relation l'écosystème. En fait, c'est quelque chose d'hyper humain. Est-ce que l'IA pourrait tuer justement les relations humaines que vous voulez mettre en place avec LogPro? Tuer, je pense pas. Comme je disais, en fait, il y aura toujours des choses que l'humain devra faire. Donc, comme il a dit, voilà, il y a des choses que l'IA a fait et après, eux, ils ont repris derrière. Donc, je pense qu'il y en aura toujours ce genre de situation. Je pense que l'IA est là pour aider, en fait, par exemple, voilà, pour les réponses tardives. Ça soulage énormément les conciergeries d'avoir une IA qui puisse répondre à 4 heures, à 3 heures du matin quand on est en train de dormir. Nous, on a géré une conciergerie, on a eu des questions, mais vraiment basiques, de chez basique, à 23 heures, minuit, alors qu'on travaillait le lendemain, c'était très compliqué à gérer. Ouais, c'est Et ça. l'IA, justement, est là pour aider et soulager en fait les conciergeries dans ce sens-là. Mais ça tuera pas le côté humain, je pense pas. Je sais pas, l'IA, il peut aider aussi à ce qu'on gagne du temps, Oui. automatisé. Mhm. Mais pour nous, la relation humaine est très importante Oui, c'est aussi. ça. Oui, je pense que même d'ici 5 ans, on ne peut pas l'enlever. Cette relation humaine, Oui. ça existera toujours. Mais l'IA est là pour pallier à d'autres éventualités aussi. Voilà. Voilà. Ouais, ok, ça marche. Merci pour justement cet argument un peu contraire qui était important à avoir. Axel, chez Evolis,
Est-ce que justement tu conseilles aux conciergeries qui sont dans le réseau d'utiliser de l'IA, alors soit dans la relation avec les propriétaires ou avec leurs clients? Est-ce que tu leur conseilles justement d'utiliser de l'IA? Moi, pour le coup, je leur conseille à 100%, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est ce qui va faire la différence sur la professionnalisation et la différenciation. L'IA, c'est pas néfaste, justement, pour une conciergerie. Justement, pour moi, l'IA, c'est ce qui va permettre à une conciergerie de se dégager du temps, de se focaliser sur son activité de base sans être débordé par les messages ou quoi que ce soit, et avoir des retours de conciergerie qui nous disent, voilà, moi j'ai 3 biens en gestion et je suis débordé. Ça me prend 8 heures par jour. Bah, Mm. justement, une solution comme Smartease va justement permettre de libérer du temps et donc de se focaliser sur la recherche de nouveaux clients ou se focaliser sur de la différenciation de par justement l'ajout de la transaction au sein de l'activité. Donc, pour moi, LogPro, Smartease, toutes les solutions IA, c'est bénéfique pour gagner du temps. C'est bénéfique parce que, on va pas se le cacher, alors la relation humaine, elle existera toujours et il y aura toujours de la relation humaine dans une conciergerie. Par contre, l'IA sur des décisions qui sont chronophages tous les jours sera toujours meilleure que nous. Toujours meilleure que nous, le fera toujours plus rapidement que nous. Et donc, c'est toutes ces actions-là qu'il faut qu'on arrive à automatiser de par l'IA pour se concentrer sur de la différenciation et de la réelle professionnalisation, en gardant le côté humain, bien évidemment. Et nous, on le voit au sein du réseau Evolis, on peut avoir tout type de clients. Moi, j'ai une conciergerie en interne qui vient de rejoindre le réseau Evolis, qui a racheté une conciergerie de 100 biens, qui avait, je crois, 4 salariés. Bah, en fait, elle a mis en place l'IA et elle a mis en place des automatisations. Et justement, elle est maintenant à 2 employés. Donc, c'est des gains de coûts. Elle a pu se permettre, du coup, d'ajouter la transaction parce que, justement, elle a délégué énormément de choses de par l'IA. Et à l'inverse, on va avoir des conciergeries qui sont un petit peu sous l'eau, comme je l'ai dit, avec 3 biens immobiliers en gestion. Et c'est là où l'IA doit rentrer dans tous les process. Parce que une conciergerie qui se réveille, encore une fois, je reprends l'exemple de Laurent tout à l'heure, une conciergerie qui se réveille à 5 heures et qui doit directement gérer des choses qui peuvent être gérées par l'IA, c'est ça qui est néfaste pour une activité. Et c'est ça qui n'apporte pas de plus-value. Donc, pour moi, oui, c'est même, je dirais même maintenant, c'est même une obligation. Si on veut être plus professionnel, plus différenciant, c'est une obligation. Et même pour le côté propriétaire, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un côté néfaste. Parce qu'un propriétaire pourrait se dire, oui, mais Smartease, du coup, c'est plus toi qui réponds au propriétaire ou quoi que ce soit. Mais par contre, si on dit au propriétaire qu'il y aura des réponses 24 heures sur 24 et que du coup, ça va augmenter la satisfaction client et donc le taux de remplissage et donc sa rentabilité, là, automatiquement, la tournure des choses, c'est différent. Donc, l'IA, pour moi, c'est obligatoire sur tous les pôles. Le pôle propriétaire et satisfaction de propriétaire, le pôle conciergerie, le pôle professionnalisation, c'est obligatoire partout. Ouais, ok. Alors, c'est vrai qu'on est tous ici, on utilise beaucoup l'IA ici, on est entre nous, ceci étant, mais si on est un petit peu honnête, là aujourd'hui, alors, même si on n'a pas fait de chiffres, tout ça, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de conciergeries qui utilisent l'IA efficacement, en tout cas. Est-ce que finalement, je vais prendre un petit peu les mots de ma communauté qui me sont revenus, est-ce que finalement l'IA, c'est pas un peu juste du marketing pour vendre des produits, quoi. Enfin, Laurent, vu que tu es concerné, est-ce que tu peux rebondir là-dessus? Écoute, comme j'ai beaucoup bossé dans l'IA, dans un secteur qui n'était pas celui-là, dans les ressources humaines, clairement, pour moi, l'IA, c'est pas du marketing, c'est vrai, et c'était dans un secteur où l'IA doit être manipulée avec énormément de précautions et de garde-fous. Alors, rapidement, sur ce qu'a dit Axel d'abord, un autre exemple, parce que c'est pas que gagner du temps pour faire peut-être que de la transaction, mais moi, j'ai un client qui m'a dit, c'est génial, je peux maintenant appeler de nouveau 3 voyageurs par jour pendant 5 minutes pour leur demander comment ça se passe. Et c'est mes clients qui reviennent. Donc ça peut aussi être, on remet l'humain, enfin voilà, il faut aussi se remettre dans le contexte de tout ça. Il faut aussi, si on ne sait pas pourquoi on veut gagner du temps, ça ne sert à rien de mettre de l'automatisation.
Donc, quand on est avec des prospects, etc., on leur demande toujours, mais qu'est-ce que vous allez faire avec le temps que vous pouvez gagner? C'est très important. Moi, j'ai quand même regardé parce que sur l'utilisation, il y a plein d'études. Il y a à peu près entre 30 et 60% des acteurs dans le monde sur le short-term rental, voilà, qui utilisent l'IA. Mais les études disent pas forcément comment. Ma suspicion, c'est qu'il y a tout le monde qui utilise une solution où il y a un peu d'IA, il la voit même pas, elle fait des analyses, etc. Elle tourne, et elle automatise, elle répond à leur place. Par contre, c'est intégrer l'IA dans les opérations, donc tout ce qu'on appelle plus l'IA agentique, où là, l'IA va prendre des décisions et prendre des actions que l'humain devait prendre. Je ne suis pas sûr qu'on soit à ce taux d'utilisation. Le contre-argument pour l'IA, c'est du marketing. Ben oui, l'IA est partout. En fait, c'est du marketing, on pourrait dire, pour tout le monde dans la vie de tous les jours, depuis que ChatGPT a été ouvert au public. Donc, je pense que pour moi, c'est juste une autre flèche à l'arc, si tu veux. Voilà, un autre outil. En plus, c'est une autre capacité de produit qui est disponible. Voilà, il faut juste requalifier ce que c'est. L'IA, c'est pas de l'automatisation. L'IA, c'est vraiment prendre des décisions journalières où en fait c'est facile de les prendre, sauf qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de les déléguer à quelqu'un. Et donc il faut qu'on ait quelqu'un de virtuel qui nous le fasse pour nous. Ouais, ok. Ok. Larissa, Kojovi, peut-être vous avez un avis justement sur ce côté un peu marketing ou non de l'IA. Est-ce que c'est véritablement utile? Oui, moi je dirais pas que c'est du marketing, hein. Comme il dit Laurent, l'IA est partout, enfin dans nos vies de tous les jours. Je dirais que c'est plutôt une façon d'évoluer, hein, avec de utiliser l'IA dans sa profession. Je pense que ça va de soi en 2026 et ça va continuer à s'améliorer, ça va continuer à. Mais comme il dit aussi Laurent, je pense qu'il est aussi important de pouvoir savoir pourquoi on l'utilise. C'est ça. Mais c'est c'est quelque chose, je pense, on ne pourra pas faire une impasse sur l'IA, même dans la vie de tous les jours et dans la profession. On ne pourra pas, je ne pense pas. Ok, ok, ça marche. Axel, peut-être tu veux rajouter quelque chose pour rebondir? Bah écoute, par rapport à ça, pour moi, comme je l'ai dit juste avant, pour moi, c'est pas du tout du marketing et ce serait se mentir de dire que l'IA, c'est du marketing parce que aujourd'hui, tout le monde connaît l'IA. Les personnes qui ne l'utilisent pas, c'est des personnes qui ne savent pas l'utiliser. Mais si elles savaient l'utiliser, elles l'utiliseraient. Parce que l'IA est efficace. Aujourd'hui, on est dans un monde où, on le voit, si on n'utilise pas l'IA sur quelques professions, dans tous les cas, on est moins performant qu'une autre profession. Donc, pour moi, l'IA, c'est pas du marketing. Pour moi, l'IA, faut l'utiliser et ça va pas tout remplacer dans nos activités. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui utilisent l'IA, mais comme l'a dit Laurent, ne le mettent pas en place sur leur activité et sur l'orchestrer, sur prendre des décisions dans l'activité. Donc, l'IA, dans tous les cas, va se développer. Et pour moi, c'est une grosse erreur de penser que l'IA, c'est juste du marketing. Ouais, ok, ok. Bah, merci pour vos retours sur cette partie IA qui est toujours d'actualité et qui plaît toujours à tout le monde, je le sais. Je propose de passer à la partie d'après, qui est justement cette partie, je trouve, de notre écosystème, qui est finalement, je trouve, fragmentée. Alors, vous êtes justement tous les trois, vous avez une solution qui est différente, qui agit et qui accompagne les conciergeries sur des aspects différents de notre activité. Le problème, c'est que finalement, une conciergerie, si on veut qu'elle soit efficace, on va dire à 100%, ça veut dire qu'elle doit souscrire à vos trois solutions de manière plus ou moins simultanée. Est-ce que c'est un problème d'après vous pour une conciergerie? Alors, je vais peut-être imaginer une conciergerie qui démarre. Est-ce que c'est un problème pour elle? Est-ce que déjà d'avoir, dès le démarrage, d'avoir trois solutions à mettre en place, est-ce que c'est pas trop? Qui veut prendre la parole déjà par rapport à ça? Ouais, écoute, moi je dirais que ça dépend des problèmes à résoudre et de l'ambition en fait de la conciergerie. Il y a une conciergerie qui peut avoir besoin du réseau pour se développer, qui veut très vite, qui a très vite compris l'intérêt de se positionner au début du cycle de la vie immobilière et qui veut tout de suite monter en gamme pour automatiser et justement se dégager du temps pour trouver les bons prestataires, se monter en gamme sur le côté immobilier. Bon voilà, enfin je pense qu'il y a ça va dépendre pour moi de l'ambition.
Je dirais quelque chose, ouais. Par contre, sur le côté tech, c'est extrêmement fragmenté. On va avoir de la consolidation, que ce soit sur des verticales, communication, opération, propriétaire, ou des PMS qui montent en gamme aussi, avec peut-être des rachats plus horizontaux. Ça, c'est sûr, c'est fragmenté, mais en même temps, le milieu est fragmenté de la conciergerie, il se professionnalise. Axel, je pense que tu vois beaucoup de choses, parce que faut pas oublier que ça fait, moi je dis toujours, ça fait que 10-15 ans que finalement ce métier existe vraiment. Donc, on est encore loin de, par exemple, la maturité d'une agence immobilière classique. Donc, voilà, moi, c'est ce que je dirais. Donc, non, je pense pas qu'il y ait de la concurrence et ça dépend vraiment des besoins de la conciergerie. Ouais, bien sûr. Axel, tu veux rebondir peut-être? Ouais, ouais, ouais. Sur cette question-là, pour moi, c'est hyper important, je pense, pour une conciergerie de ne pas voir ça comme de l'ajout encore et encore de choses qui ne servent à rien. En fait, moi c'est ce que je dis toujours aux conciergeries qui démarrent. Encore une fois, on a des très jeunes conciergeries en interne, comme on a des conciergeries qui sont très développées. Une conciergerie qui démarre et qui se pose des questions par rapport à tout ce qui se passe sur le marché. Pour moi, il y a deux directions. Il y a la direction d'avancer dans le mauvais sens dès le départ et de galérer sur des logements, d'être sous l'eau après deux logements en gestion parce que justement, elles n'ont pas mis les bonnes solutions. Donc, déjà, ça dégoûte de l'activité parce qu'après, il faut reprendre une meilleure direction. Ça dégoûte les propriétaires aussi, quand on a marre d'avoir des conciergeries qui ne sont pas professionnelles dès le départ. Et donc, ça fait du tort à l'activité. Parce que justement, une conciergerie peut soit commencer dans le mauvais sens ou soit dans le bon sens. Parce qu'il n'y a pas forcément de réglementation, parce que comme tu l'as dit Laurent, l'activité, ça fait 10 ans qu'elle existe. Donc pour moi, se professionnaliser dès le départ et avoir les solutions comme LogPro, Smartease, l'ajout de la carte T, pour moi, c'est pas quelque chose où on peut se poser beaucoup de questions. Dans tous les cas, c'est des choses qui servent à l'activité. C'est ce qui nous professionnalise, c'est ce qui donne une bonne image à notre activité et c'est ce qui va donner le plus de possibilités de réussite pour une conciergerie. Donc aujourd'hui, s'il y a une conciergerie qui veut se lancer, qui veut se donner les moyens de se lancer, pour moi, c'est la meilleure des décisions que de se professionnaliser, prendre du temps pour apprendre à gérer tous ces outils, comment utiliser LogPro, comment utiliser Smartease, qu'est-ce que va apporter la carte T. Et une fois que tout ça s'est mis en place, là, on peut se lancer. C'est parce qu'il y a beaucoup de conciergeries, je pense, qui veulent tout mettre en interne dès le départ. Et donc, en fait, il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations, il y a trop d'outils d'un coup, il y a les propriétaires qui arrivent, il faut répondre aux voyageurs, mais il faut en même temps mettre en place le logement. Enfin, il y a plein de choses qui se mélangent. Donc, pour moi, mettre ces solutions en place en amont, savoir les utiliser et après aller sur le terrain, pour moi, je ne dirais pas que c'est obligatoire, mais pour moi, c'est la bonne direction pour une conciergerie. Ouais, ouais, tout à fait. Larissa Kodjovi, une réaction là, comment justement par rapport à tout ça? Pour nous, on est passé par là. Donc, pour une conciergerie qui démarre, je pense qu'il est vraiment primordial déjà de se former. Ça, c'est très, très important pour pouvoir être à l'aise dans son activité. Et après, par la suite, de pouvoir s'armer voilà, de nos solutions pour pouvoir automatiser. Comment dire, se professionnaliser et de pouvoir aussi s'entourer. Je pense qu'il est primordial de s'entourer des bonnes personnes dès le départ pour pouvoir bien gérer son activité. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur comment dire, sur son entourage quand on débute une activité comme la conciergerie. Et puis, il y a aussi, je trouve qu'il y a aussi une fausse idée dans les groupes de Facebook, dans les publicités aussi, en disant que la conciergerie, bah, quand vous débutez une activité, c'est rentable de suite, alors qu'en fait, on oublie derrière que, en fait, c'est tout un process qu'il y a derrière, qu'on ne peut pas ignorer. Donc, d'où la formation. D'où se former au début et d'avoir des bons outils, des bons process pour pouvoir essayer de scaler après. C'est important, on trouve. D'où la solution Smartease, Evolus et puis leur pro. Oui, Ouais. c'est ça. Et en plus, leur pro, pour débuter, il est gratuit. Un an que c'est Ça gratuit. fait un an que c'est gratuit. Il n'y a aucune excuse. Ouais. Ouais, Il y a quelque chose là-dessus, Henrik, juste qui me passait par la tête. On voit beaucoup, on va devenir riche très vite.
C'est une vraie tendance, pression de la société, etc. Le nombre de youtubeurs, influenceurs qui promettent monts et merveilles. Malheureusement, la conciergerie fait partie de certaines de ces choses. Et l'immobilier a toujours fait partie de on peut s'enrichir très vite. Je pense que donc ça continue à s'alimenter. Ces mythes sur les réseaux, etc. Je me lance, ça va tout de suite marcher. Donc je pense que c'est important de le dire ici, quoi. Et ça peut être, c'est pas que la conciergerie, mais c'est quand même, on voit pas mal de choses là-dessus. Et forcément, bah, voilà, en plus, il suffit d'avoir des vidéos de gens qui se mettent en scène en disant, voilà, j'ai commencé qu'il y a 3 mois, regardez le chiffre d'affaires, les captures d'écran des chiffres d'Airbnb. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas, oui, mais en fait, ce montant, c'est le montant total. Moi, je ne me mets pas ça dans la poche. Et puis après, il faut que je paye quelqu'un, il faut que je paye le. Enfin, donc, vraiment, voilà, surtout avec le nombre, comme tu disais, Axel, le nombre de conciergeries qui se créent chaque jour, c'est quand même incroyable. Encore en France, c'est le 2e marché mondial après les États-Unis. Même l'Espagne et l'Angleterre ne sont pas devant nous là-dessus. Il y a quand même beaucoup de clichés qui circulent et malheureusement, on est dans une période où bah, les réseaux influencent beaucoup la manière de penser et créent une pression de bon, il faut que je trouve un moyen de devenir riche très vite. Voilà. Bon, rien à voir avec la conciergerie, mais bon, moi, c'est ce que je vois et ça m'énerve beaucoup. Oui, tout à fait. Tu fais bien de dire ça parce que justement, moi qui suis, enfin, on est tous ici, on veut professionnaliser notre filière parce qu'elle est jeune, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et effectivement, de bien rappeler les bons messages, je pense que c'est hyper important. De se former, tu l'as dit, Larissa et Coach, vous l'avez dit, se former, se faire accompagner. L'Ocpo, c'est une forme d'accompagnement quelque part, hein, d'avoir un écosystème à disposition. Oui. Je pense qu'il faut effectivement démarrer avec les bonnes personnes pour être accompagné, pour être formé, pour un bon état d'esprit aussi, parce que bien sûr, on veut tous gagner de l'argent, il n'y a pas de mal à ça, c'est pas le problème. Par contre, il faut être face à la réalité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un investissement de départ, et d'ailleurs, l'entrepreneuriat, très souvent, c'est comme tout, il y a un investissement de départ qui va être plus ou moins grand en fonction de ses ambitions, bien sûr, mais il y a un investissement de départ, et ça, il ne faut jamais l'oublier, et après, évidemment, tous les mois, ça pourra être rentable, bien sûr que ça génère du chiffre d'affaires, sinon on ne serait pas à 5 autour de ce micro-là. Donc, bien sûr que ça crée de l'activité, ça crée du chiffre d'affaires, mais c'est pas sans investissement, c'est pas sans effort, c'est pas sans difficulté, c'est pas sans problème. Et je veux vraiment qu'on le rappelle ici, c'est pour moi un point hyper important à rappeler à tous ceux qui nous regardent. Et merci à tous les quatre d'avoir justement parlé de ce sujet-là qui est vraiment hyper important aussi pour moi. Tout à l'heure, je disais un petit peu une agence immobilière versus une conciergerie qui gagne. Il y a aussi une question de dimension, de taille. C'est-à-dire, si je suis une petite conciergerie, plutôt en mode solopreneur, ce qui est d'ailleurs le modèle qui est souvent choisi, une conciergerie plutôt en mode solopreneur, je suis tout seul dans ma conciergerie et puis je vais travailler globalement plutôt de la prestation externe, versus peut-être une structure beaucoup plus grosse, qui peut être d'ailleurs une agence immobilière ou pas, hein, mais avec des salariés, avec toute une équipe interne qui est présente et qui du coup veut lancer son service de conciergerie ou de gestion de location courte durée, finalement, qui gagne entre ces deux structures? Qui a raison et qui est un peu le grand gagnant là-dedans? Larissa, Coach Jovi, est-ce que vous qui voyez un petit peu dans votre écosystème des conciergeries qui sont vraiment différentes, des petites ou des plus grandes structures, quelle vision vous avez de ça, grande structure versus petite structure là, qui a raison là-dedans? Alors, qui a raison? Je dirais que ça dépend de ce qu'on veut. Les agences, les grosses structures perdent ce côté humain qu'on a. Voilà, on a parlé et qui est pour nous, par exemple, important. Nous, pour notre conciergerie, on ne voulait pas perdre ce côté humain, donc on va mettre des choses en place pour quand même garder le contact, que ce soit avec le propriétaire, que ce soit avec les voyageurs, que les agences, ça va être plus de l'automatisation pour aller plus vite, pour grossir, je dirais que ça dépend de ce qu'on veut, en fait, ça dépend de... Oui, ça dépend de ce qu'on veut. Ça dépend de l'ambition, hein, c'est ça? Comment? Ça dépend de l'ambition qu'on a pour faire. Exactement, ça dépend de l'ambition et ça dépend de si on a envie de grossir ou si on a envie de plutôt apprécier ce qu'on est en train de faire. Voilà, je dirais ça moi. Et puis sur leur pro, on a vraiment un peu de tout, hein. On a des petites structures jusqu'aux grosses structures. Puis ouais, il n'y a pas. On ne fait pas de différence, nous, Il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. Ok. Axel, toi, chez Evolis, justement, tu le disais tout à l'heure,
plusieurs types de structures différentes qui sont dans ton réseau. Tu dirais que c'est quoi un peu alors, je ne sais pas si c'est le bon ou le mauvais profil, mais quel est le profil type, je dirais, d'après toi, qui fonctionne le mieux? En fait, moi, je pense que vraiment, la réponse, c'est vraiment en fonction, comme l'a dit tout le monde, c'est les ambitions. C'est les ambitions parce qu'une conciergerie qui veut un complément de revenus et qui a envie d'être tout seul et de se limiter à 3 biens, je pense que c'est la meilleure solution pour elle par rapport à une conciergerie où il y a 4 associés, où ils sont là pour vraiment prendre le marché et avoir 100, 200, 300 biens, ce qui est possible, hein. Et là, automatiquement, il va falloir mettre en place des grosses automatisations, des grosses équipes. On va automatiquement perdre le côté un petit peu humain, mais par contre, c'est ce que la conciergerie veut. Donc, je pense que c'est vraiment en fonction des ambitions et de ce que la personne veut. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Moi, par exemple, j'ai une conciergerie en interne qui est dans le sud de la France, qui a 5 biens en immobilier et qui fait toutes les entrées-sorties en physique. Alors, moi, je ne peux pas lui dire que c'est une mauvaise solution. On en a parlé. J'ai essayé de comprendre pourquoi elle le faisait, parce qu'elle veut le faire. Et elle veut dire au propriétaire, je suis sur place. Alors, pour une personne qui est à fond dans l'automatisation, qui est à fond dans l'IA et dans tous les bons process, je pense qu'il va trouver que c'est le mauvais process. Mais dans sa vie active, elle a envie de faire ça et la rémunération de sa conciergerie en faisant toutes ces actions lui convient et elle n'a pas forcément envie de changer ça. Donc, c'est pour ça qu'en interne, nous, on ne fait pas forcément de différence entre, encore une fois, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure d'une conciergerie qui rachète et qui licencie des salariés parce qu'il y a une grosse technique d'automatisation et de process. Est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise solution? Je ne sais pas, mais c'est pour ça qu'on a aussi des très jeunes conciergeries qui ont 0, 1, 2 biens en interne et qui sont là pour justement essayer de trouver la bonne route et quelle ambition est là, quoi. D'accord, d'accord. Mm. Laurent, toi, Smartis, tu dirais que ça marche mieux sur des conciergeries plutôt solo ou plutôt justement des grosses structures? Mais écoute, je vais rejoindre Axel, Larissa et Kojovi au niveau ambition, mais aussi au niveau différenciation. Juste un exemple, tu disais, je veux faire tous les accueils en physique. Moi, j'ai un client qui a 50 biens, qui fait encore les accueils en physique, mais qui automatise le reste. Mais pourquoi? Parce qu'elle dit, dans mon marché, c'est pour ça que je continue à attirer des nouveaux propriétaires. Donc en fait, je pense que on peut aussi voir ça comme mes choix, mes ambitions, c'est ce qui peut me différencier par rapport à l'offre. Il y a plein d'options. Nous, on voit de tout. Pourquoi, Henrik? Mais parce qu'en fait, on est modulable et je pense que la technologie qui est ouverte aux conciergeries doit être de plus en plus modulable. Le prix au mois à l'unité, pour moi, c'est fini. C'est pas ce qu'on fait chez Smartease. On est un prix fixe à la réservation. Pas de commission, attention, hein, c'est très important. Pas de commission. Mais prix fixe, ce qui est bien sûr beaucoup plus avantageux et qui peut varier grandement selon les modules. Parce que quelqu'un qui se développe, on va pas lui vendre, j'allais dire la Rolls-Royce, on n'est pas une Rolls-Royce, mais le modèle avec toutes les options, on va lui dire le modèle de base, 1,1 litre qui tourne encore, voilà, qui a pas trop de chevaux. Si par contre on est sur du scaling à 200, 300 biens, bon clairement là on va même refuser en fait de vendre une offre plus petite parce que ça va rien faire au niveau impact. Voilà, on sait très bien de toute façon que la communication voyageur, il y a plein de solutions. On peut rester encore sur les plateformes automatisées. Donc, il y a un choix de canal de WhatsApp avec Smartease, mais mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est la manière de gérer les équipes en interne au bout d'un moment. Voilà, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir quelque chose de bien cadré, bien communiqué, qui tourne avec de l'automatisation, pas sur la tâche, mais qui permet aux équipes de les faire de manière efficace. Ça, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut qu'il tourne, en fait, parce que ça, c'est beaucoup trop chronophage. Ouais, tout à fait, ouais, Voilà, mais pour te donner une idée, on a de tout, entre 6 biens et 250, 300 biens sur Smartease. Donc, voilà, mais c'est parce qu'il y a la modularité, ils n'utilisent pas la même solution, si tu veux. Ouais, ok. Ouais, donc important en fait effectivement d'être en phase avec son ambition Ouais. et d'utiliser les outils qui vont bien, d'investir dans la formation, l'accompagnement et les outils qui vont bien. On se projette un petit peu là sur l'avenir. C'est la séquence boule de cristal, hein, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'avenir. On va imaginer
qu'on est à la fin de l'année 2027. Donc les élections sont passées. Euh, vos solutions seront certainement plus matures, avec certainement une meilleure organisation, une offre peut-être un petit peu différente. Bref, sera avancé. Qu'est-ce qui, selon vous, se sera passé dans le secteur, peut-être Axel, sur cette partie immobilière? Qu'est-ce que, d'après toi, qu'est-ce qui se sera passé? Bah, moi, j'espère que ce qui se sera passé, c'est que déjà l'activité se sera professionnalisée, qu'on ne sera pas perçu comme des simples prestataires de services. Pour moi, c'est tout le but, hein, et c'est pour ça que je me bats au sein du réseau Evolis dans ce développement. C'est que moi, je veux vraiment que le propriétaire ou même tout type de personne qu'on accompagne, qu'une conciergerie accompagne, euh, soit en face d'un vrai professionnel qui a des réponses à toutes les demandes. Donc, j'espère que ça se sera professionnalisé. J'espère que les personnes qui veulent investir en immobilier, parce que pour les personnes qui ont investi en immobilier, on le sait que les premiers investissements sont complexes, qu'on peut vite se louper, que c'est des investissements qui peuvent changer toute la direction d'une vie, parce que un investissement immobilier qui est mal fait, c'est des répercussions sur toute la vie, clairement. Par contre, un investissement qui est bien fait, c'est des grosses répercussions aussi. Donc, il y a l'histoire de cette professionnalisation. Il y a aussi l'histoire des personnes qui ont de l'argent mais qui manquent de temps. Ces personnes-là ont beaucoup de mal à trouver des vrais professionnels qui ne sont pas là que pour le côté commercial et qui ne sont pas là que pour vendre un service. Donc, moi, j'aimerais que fin 2027, il y ait cette professionnalisation-là et qu'une conciergerie soit capable de dire, OK, tu veux investir en immobilier, je peux t'accompagner du début à la fin. Tu veux que je gère ton bien immobilier de la meilleure des façons parce que je suis un réel professionnel, je peux le faire. Et in fine, si ton bien en gestion, un jour, tu veux le vendre, ce sera toujours moi. Je voudrais vraiment que fin 2027, les conciergeries soient vraiment les interlocuteurs des personnes du début à la fin et qu'il n'y ait plus de questions à se poser, que ce soit fait de la manière la plus franche, avec des bonnes solutions et encore une fois de la meilleure des manières. Ouais, ok, je comprends ce côté accompagnement, comme on l'avait dit au tout début de cette vidéo. Laurent, ton avis sur Ouais. fin 2027, comment tu vois le Peut-être monde de la location? un angle plus tech, mais aussi opérateur. Alors, je pense que le contexte législatif va pas changer. Il va même se durcir, malheureusement. Je sais qu'il y a énormément de gens incroyables qui aident les conciergeries, justement, sur le lobbying pour influencer tout ça. Mais dans le contexte actuel, fin 2027, je pense que ce sera pareil ou même pire, malheureusement, par rapport aux échéances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2027, on va avoir de plus en plus de conciergeries qui se professionnalisent pour continuer à ce que l'expérience voyageur soit impeccable et surtout comment je maximise les revenus pendant le séjour. Je pense que les ventes additionnelles, c'est quelque chose de très, très ancré dans la culture hôtelière, de pas du tout encore entré dans la culture de la conciergerie. La deuxième chose, c'est que je pense que l'IA va enfin être perçue comme je vous aide à prendre des décisions et gérer des process pour vous, pas une chatbot qui répond aux voyageurs, même si c'est une ambition. Mais je pense que le vrai problème, il n'est pas là. Et la troisième, c'est plutôt j'aimerais, mais j'en suis convaincu, c'est que WhatsApp devienne de plus en plus le canal numéro 1 professionnel en France. C'est déjà le cas dans d'autres marchés où on est présent, que ce soit au Maroc, aux Émirats. Mais la France, la Suisse, l'Europe, on est bien, mais on est encore un peu à la traîne. Voilà, même nous, en tant que consommateurs de tous les jours, on a encore beaucoup d'apps, beaucoup de trucs fragmentés. On devrait pouvoir faire tout sous WhatsApp. Ok, très bien. Larissa et Kojovi, comment vous voyez l'Oc Pro là, à fin 2027 et le marché de la location courte durée? Bonne question. L'Oc Pro fin 2027, pas seulement, moi je vois pas seulement l'Oc Pro parce que en fait tout ce monde de la location courte durée doit être mieux structuré. Même si j'entends Laurent qui parle de tout ce qui est législation, qui va durcir. Ok, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment nous, on se positionne en tant qu'écosystème qui vont aider ces conciergeries, ces agents IMO, tous les nouvelles personnes qui vont arriver sur ce secteur-là, trouver une bonne structuration. Et puis, pour nous, les acteurs qui vont rester seront ceux qui vont réussir à créer son écosystème
Et puis autour d'eux, et à faire évoluer la technologie, comme Laurent disait, au niveau de l'IA, par rapport à l'automatisation. Mais je pense que moi, je reste sur mon avis. Au côté humain, ça, on va pas l'enlever dans notre travail. Parce que pour moi, c'est le centre de tout. Même si l'IA nous aide à automatiser pas mal de choses, mais le côté humain, pour nous, en tout cas, leur pro, il va toujours rester et nous, on y tient. Mhm. C'est important. Ok, ok, ça marche. Écoutez, merci d'avoir du coup répondu à toutes ces questions. On approche de la fin. Je voudrais juste qu'on puisse donner un conseil à une conciergerie là, qui démarre aujourd'hui ou qui veut démarrer. Vous avez un conseil à lui donner. Axel, c'est quoi? Je lui dirais directement de se former et de connaître tous les process avant de passer à l'acquisition client, avant de passer au fait d'étudier les revenus, de vouloir gagner de l'argent. Pour moi, je dirais à une conciergerie qui se lance de ne pas sous-estimer cette phase d'apprentissage, cette phase de vente des services, d'étudier tous les problèmes possibles et de ne pas se dire juste ok, j'ai vu sur une vidéo que je pouvais me former pendant 10 heures et ensuite gagner 4 000 € par mois en y passant 30 minutes par jour. Je voudrais que la conciergerie se dise ok, ça, c'est pas possible. Ce sera peut-être possible plus tard, mais pas tout de suite. Et donc, bien appréhender tous ces problèmes parce que, encore une fois, c'est ce qui fragilise notre activité. Parce que du coup, c'est une mauvaise valeur perçue sur toute l'activité de la conciergerie. Ça fragilise les voyageurs, donc l'expérience voyageur qui est, je pense, très, très importante. On ne sait pas pour quelles raisons les personnes voyagent. C'est parfois des grosses intentions et il faut que ce soit bien fait. Et ça fragilise aussi l'expérience propriétaire qui ensuite va peut-être passer à de la location longue durée, va peut-être revendre ses biens immobiliers parce que ça fait 3 conciergeries qu'elle essaye et les 3 conciergeries font toujours les mêmes erreurs et ne sont pas formées en amont. Donc moi, je lui dirais vraiment de tout étudier et de faire une phase d'apprentissage qui est énorme et de mettre en place du coup les bonnes solutions pour répondre à tous ces problèmes dès le départ, en amont. Ça marche, ok, merci Axel. Laurent, un conseil pour une conciergerie qui démarre? Ouais, alors je redonnerai Axel sur la formation, bien sûr, mais c'est un peu différent. Là, c'est plutôt la casquette opérateur qui parle. Je dirais, teste le process sur 1 ou 2 biens. Mais n'hésite pas à faire un ménage toi-même avec un prestataire ou faire une entrée toi-même, d'abord en physique, puis autonome. Teste vraiment les mains dans le cambouis. Et couplé à ça, du coup, une fois que c'est testé et l'apprentissage est fait aussi, ne te compromets pas. Jamais. Donc, toujours avec les propriétaires, avoir un vrai positionnement, une vraie offre claire. N'accepte que les biens qui correspondent à ton positionnement ou parfois il y a des gens qui me disent j'accepte des biens dans lesquels j'aimerais bien passer un séjour. Voilà. Excellent conseil. Larissa, Coach Jovi, un conseil pour ceux qui démarrent? Nous, on dirait de prendre le temps de bien s'entourer des bonnes personnes, de pouvoir créer son équipe voilà, pour pouvoir s'aider aussi de façon efficace, que ça soit efficace. Je pense que c'est très important de s'entourer. Et toi, tu veux rajouter? La qualité de service. Oui. Ça, c'est très, très important, la qualité de service, même pour une petite conciergerie. Et en fait, c'est ça qui va faire qu'on aura plus de biens, aussi au niveau de la confiance, aussi au niveau par rapport aux propriétaires. Et ça, on ne peut pas passer outre. C'est important, la qualité de service. Et puis, je trouve dommage dans ce secteur que une nouvelle conciergerie qui démarre, en fait, il n'y a pas de process tout en haut qui disent aller vers, par exemple, Log Pro, Evolis, Smarties de Laurent, ou la conciergerie de rêve, il y en a plein. Il n'y a pas de réseau qui nous dit, en fait, tout le monde se met dedans, et puis, en fait, on se rend compte que en fait, les nouvelles conciergeries sont perdues. Pour être franc, ils sont tous perdus. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de répertoire qui leur dit, et il n'y a pas de repère, et ils sont perdus. Et on le voit dans les groupes, dans différents groupes qui posent pas mal de questions. Moi, je vous donne juste un exemple d'un jeune qui a commencé la conciergerie, qui nous a contacté sur leur pro, et puis qui dit, en fait, montrez-moi les prestataires, les propriétaires. Moi, je veux faire du cash
vite fait. Mhm. Et moi, je vous dis, j'ai perdu 2 heures avec lui à lui expliquer c'est quoi une conciergerie, est-ce qu'il s'est formé, sur quoi il se base pour commencer cette conciergerie. Mais en fait, on se rend compte que les gens sont pas... Ça manque de ça manque de structure. structure. Il y a quasi rien autour. Mhm. Et puis, les gens, comme dit Laurent, bah, ils regardent les pubs, ils veulent se lancer directement, ils veulent se faire directement de l'argent, mais ils se rendent compte qu'en fait... et pour moi, sur la durée, bah, c'est de se Oui, former. oui. C'est de se Sinon, ça former. tient pas. Sinon, ça tient pas. C'est une structure qui casse la gueule d'ici une année. Non, mais c'est vrai, il faut qu'on se dise la vérité. Oui. Et puis, il n'y a pas de process, il n'y a rien derrière. Donc, voilà. Pour moi, Ok. se former. Ok, bah, merci pour ça. Bah, du coup, je vais compléter. Un premier point d'entrée pour tous ceux qui démarrent, n'hésitez pas déjà à regarder ce podcast. C'est déjà une première communauté qui va vous permettre d'avoir des réponses à vos questions. Et puis après, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Mais c'est déjà une bonne porte d'entrée. Et j'espère qu'on répondra à ce besoin que tu as soulevé, que Jovi, justement. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir débattu. On voit que c'est un secteur qui est très vivant, c'est très mobile. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de changements à venir. Et vos solutions sont des réponses à la professionnalisation qu'on a soulevée pendant toute cette vidéo. Et je pense que vous avez tous les trois raison, quels que soient les aspects qu'on a abordés aujourd'hui. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce que vous avez porté aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça aussi que notre secteur est hyper passionnant. En tout cas, merci vraiment à tous les quatre. C'était Henrik sur Conciergerie de rêve, le talk show, et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Salut.